Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Valérie Thorin du magazine Africasie et Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Au sommaire, la Côte d'Ivoire qui se dote d'une nouvelle constitution présentée cette semaine en Conseil des ministres. Le projet sera transmis au Parlement pour adoption avant le référendum qui devrait intervenir fin octobre. 3 dispositions vont caractériser la Troisième République ivoirienne, la création d'un poste de vice-président, la création d'un Sénat et les conditions d'éligibilité du président de la République. De nouvelles dispositions que l'opposition ne juge pas nécessaires. Le Mali, avec la condamnation à 9 ans de prison d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, le djihadiste a été reconnu coupable de destruction de mausolées à Tombouctou et de la porte secrète de la mosquée de Sidi Yahya. Cette condamnation pour destruction de patrimoine est une première pour la CPI qui n'a cependant pas retenu les crimes commis par l'ancien membre d'Ansardine. En Côte d'Ivoire, la Troisième République se dessine. C'est par référendum que fin octobre, les Ivoiriens vont se prononcer sur le projet de constitution. De l'avis du gouvernement, la nouvelle constitution sera plus démocratique, plus consensuelle et plus fédératrice. Un nouveau contrat social dans lequel chacun devra se reconnaître. Introduit dans la Constitution en 2000, l'article 35 sur les conditions d'éligibilité du président sera supprimé. À Abidjan, nous retrouvons Angerman Niani. Le projet de réforme constitutionnelle voulu par Alassane Ouattara prévoit un poste de vice-président de la République. Un vice-président de la République qui pourrait suppléer au chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Et Alassane Ouattara voudrait déjà en nommer un après l'adoption de la nouvelle constitution, donc avant même que celle-ci n'entre en vigueur en 2020. Le chef de l'État veut également un Sénat, mais il en nommerait le tiers des représentants, les 2 tiers restants seraient élus. Et puis dans le projet de nouvelle constitution, il n'est pas évoqué le statut de la commission électorale indépendante. Pour le collectif des partis de l'opposition démocratique, tout ceci marquerait un recul démocratique dangereux pour la stabilité du pays. Nous allons battre le pavé, nous allons sensibiliser les Ivoiriens et leur démontrer que cette constitution est inopportune. Du coup, si elle est inopportune, il faut que nous nous donnions les moyens de la faire reculer. Que nous demandons au chef de l'État de faire preuve de sagesse pour retirer purement et simplement son projet de constitution qui, dans les conditions actuelles, est irrecevable et inacceptable. Le principe de la tenue de ce référendum constitutionnel a été approuvé par le Parlement, un Parlement largement acquis à Alassane Ouattara. Hassan Diop, la nouvelle loi fondamentale entrera en vigueur en 2020, mais d'ici là, des mesures transitoires vont permettre à Alassane Ouattara de désigner le vice-président. Et à Abidjan, les spéculations vont bon train. Les spéculations vont bon train et les mauvaises langues disent que finalement ce projet de constitution de la Troisième République ivoirienne, c'est plutôt une sorte de règlement intérieur du PDCI et du RDR. Autrement dit, pour beaucoup d'observateurs, en tout cas y compris des spécialistes de droit, cette constitution va permettre surtout de pérenniser le pouvoir en place. Et ce pouvoir en place est largement incarné, on le sait, donc par le RDR, le parti d'Alassane Ouattara, et le PDCI d'Henri Konan Bédié. Et d'ailleurs, avant de remettre le texte aux parlementaires, et même avant que ce texte ne soit approuvé en Conseil des ministres, M. Alassane Ouattara s'était rendu chez Henri Konan Bédié pour lui demander son assentiment quant à cet avant-projet de constitution. Alors pourquoi cette future constitution va pérenniser le pouvoir en place? Tout simplement parce qu'effectivement, il va y avoir un vice-président. Et le premier vice-président ne sera pas élu, il sera désigné par Alassane Ouattara. Et ce vice-président deviendra le deuxième personnage de l'État. Dauphin constitutionnel, pratiquement. Voilà. Hein. Et donc, en fin de compte, un dauphin constitutionnel et qui va de soi sera forcément le dauphin politique, quoi qu'en pensent ceux qui espèrent encore pouvoir peut-être pouvoir succéder à Alassane Ouattara. Et puis, je crois qu'il y a aussi un abus de langage de comparer cette constitution à la constitution américaine.
On nous dit effectivement qu'au niveau de l'architecture, le Sénat, oui, etc. parce qu'en 2020, ça sera indiqué président et vice-président. Président, vice-président et même l'existence d'un Sénat de 2 chambres. Mais à la différence quand même importante concernant le Sénat, c'est qu'un tiers effectivement de ce Sénat sera désigné par le chef de l'État. Or, les sénateurs américains sont élus par les électeurs au suffrage universel et ils ont, je dirais, une représentation autrement plus importante et ils constituent véritablement un pouvoir face à l'exécutif. Or là, il y a vous voyez, la frontière devient floue entre l'exécutif et le Sénat, qui est quand même une chambre qui va légiférer, dès lors où un tiers est désigné par le chef de l'État. Pour moi, en tout cas, ça apparaît un peu comme exotique si on se réfère à la Constitution américaine. C'est toutes ces critiques qui sont soulevées par l'opposition ivoirienne qui affaiblissent un peu ce projet de constitution, selon vous ? Oui, alors, il y a 2 attitudes chez cette opposition. Il y a évidemment l'attitude maximaliste de Pascal Affi-N'Guessan qui considère que ce référendum est nul et non avenu et qui évoque d'ailleurs le fait que la Constitution actuelle ne permet pas au président d'initier le projet d'une nouvelle Constitution. Donc il y a un rejet pur et simple, évidemment. Il y a une opposition, je dirais, un peu plus qui s'inscrit davantage dans le débat et qui est plus, je dirais, encline à apporter, je dirais, des appréciations sur les nouvelles dispositions qui seront incluses dans ce nouveau texte pour la nouvelle Constitution. Mais ce qu'il faut surtout rappeler, c'est qu'il s'agit d'une promesse de campagne. Alors, pour une fois qu'une promesse de campagne est tenue, il n'y a pas de quoi, évidemment, je veux dire, critiquer l'initiative gouvernementale, l'initiative du pouvoir. C'est vrai que ce texte, il y a trois propositions, évidemment, qui font débat principalement. Vous l'avez rappelé, la question du Sénat, que certains opposants jugent budgétivore et parfois même inutile. Et c'est vrai que cette question s'est posée aussi ailleurs, dans d'autres pays africains, notamment au Sénégal. On s'est posé la question de savoir s'il était opportun que des pays qui sont des pays jeunes, qui ont besoin de renforcer les institutions existantes, se dotent d'un Sénat qui est plutôt parfois soit un luxe ou qui serait une sorte de voie de garage pour des amis qu'on remercierait pour des bons loyaux services. Deuxième disposition, évidemment, qui fait débat, c'est la question du vice-président. Alassane Diop l'a rappelé. C'est vrai qu'on peut s'étonner quand même du fait qu'après le référendum, que de manière exceptionnelle, c'est ce qui est annoncé, que le président de la République désigne un vice-président et qu'on attend 2020 pour que ce vice-président soit élu. Pourquoi ne pas attendre tout simplement 2020 pour que cette nouvelle disposition qui sera inscrite dans la nouvelle Constitution entre en vigueur et que le vice-président soit élu à la manière évidemment d'un ticket comme on l'a annoncé. Alors cette espèce comme ça de geste transitoire permettant au président de désigner un vice-président alimente forcément les arrière-pensées, ce qui amène l'opposition à considérer que cette initiative est une initiative soit personnelle ou en tout cas qui comporte, je dirais, des intentions inavouables ou des arrière-pensées. Et là, effectivement, l'opposition a tout à fait raison d'attirer, au moins d'alerter l'opinion sur des dispositions qui pourraient évidemment comporter, je dirais, peut-être des projets, je dirais, un plan, une stratégie RDR et PDCI pour conserver le pouvoir au-delà, évidemment, du terme du mandat actuel. Valérie Thorin, vous partagez les analyses de Francis Laloupo et d'Hassane Diop sur les réticences, justement, des nouvelles dispositions. Excusez-moi, j'avais parlé de 3 éléments. La troisième, c'était l'article 35. On va certainement y revenir, je suppose. Oui, on y reviendra. Oui, moi je pense effectivement qu'il y a un petit recul de la démocratie parce que évidemment que ce vice-président désigné devienne le dauphin constitutionnel me semble relativement logique. Cependant, il me semble qu'il faut qu'il y ait expressément une disposition qui le mentionne dans le texte parce que pour le moment, même s'il y a un vice-président désigné, le président de l'Assemblée nationale reste le remplaçant du président élu en cas de vacances. Donc ça valait pour la Constitution de 2000. Mais reste à savoir, parce que je ne suis pas sûre que ça soit bien clair, reste à savoir si dans le texte de cette année, le texte 2016, il sera expressément mentionné qu'en cas de vacances, le pouvoir est remis au vice-président, ce qui est le cas des États-Unis, mais il faut que ça soit une disposition constitutionnelle. Dans une interview il n'y a pas très longtemps, Guillaume Soro disait que ce n'était pas le cas, que le président de l'Assemblée nationale restait le remplaçant en cas de vacances. C'est très très important.
très très important. Donc voilà, je crois qu'il y a un nœud là qu'il convient d'examiner. Écoutez, Assane Diop. Sur ce point, il me semble que si la troisième constitution ivoirienne est adoptée, in fine par référendum, le vice-président deviendra le deuxième personnage de l'État. En tout cas, succédera en cas de vacance du pouvoir au chef de l'État en titre. Et il sera d'ailleurs élu au suffrage universel après 2020. Et je comprends très bien, finalement, le fait que Guillaume Soro ne rue pas dans les brancards à ce stade. Mais il est évident qu'il fait partie des gros perdants de cette nouvelle constitution. Et il sera isolé. Lorsque j'utilisais le terme règlement intérieur au profit du RDR et du PDCI, ça veut dire que cette constitution va clarifier la situation, va sans doute permettre d'émerger des personnalités. On parle beaucoup d'Amadou Gon Coulibaly, notamment, comme très proche à la fois du président Ouattara. Il est présenté comme le futur vice-président. Présenté comme le futur vice-président, très proche aussi de Madame Ouattara, dont il faut, paraît-il, avoir la bénédiction, en tout cas aujourd'hui, pour avoir une bonne place au sein de l'exécutif ivoirien. Donc, à la place de Guillaume Soro, je penserais plutôt que je risque d'être laissé sur le bord de la route une fois que cette constitution sera adoptée. Francis Lazoupon, on en revient à la troisième disposition de cette nouvelle constitution, la disparition de l'article 35 sur les conditions d'éligibilité du président de la République. C'est un avantage aujourd'hui, c'est une avancée. C'est un avantage. La question est de savoir s'il y aura un consensus au moins autour de cette question-là. Parce qu'on sait évidemment que la question de la nationalité et de l'éligibilité en Côte d'Ivoire, c'était cette question, c'est la question qui a empoisonné la vie politique de la dernière décennie. Depuis, voilà, au moins, oui, effectivement. Et évidemment, avec l'ivoirité qui a alimenté le débat politique depuis presque 15 ou 16 ans maintenant. Alors, c'est une réponse, évidemment. Alors, ça correspond à l'esprit de cette nouvelle constitution qui est d'harmoniser la vie sociale, qui est évidemment de favoriser l'apaisement social, l'apaisement de la scène politique également. Et, je suis un peu surpris que certains politiques encore aujourd'hui critiquent cette initiative. Parce que s'il y a effectivement une disposition à saluer dans ce nouveau texte, c'est bien celle-là, sortie évidemment, je dirais, de cette page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, alimentée par ces relents je vais dire, identitaires et fascisants, évidemment, qui ont empoisonné la vie politique de ce pays depuis plusieurs années. Alors, je pense que s'il y a un avantage à ce que cette initiative aboutisse, évidemment, ce serait certainement lié à la suppression de cet article 35, mais c'est vrai que cela fait débat encore et on peut s'en étonner. Ça veut dire que, je dirais que tous les miasmes de l'ivoirité n'ont pas totalement disparu dans ce pays. Un rapide tour de table sur cet article 35, la réaction, Valérie Thorin. Moi, je pense qu'effectivement, on en finit officiellement avec l'ivoirité et c'est une excellente chose. Voilà. Assane Diop. Exactement, je partage le même point de vue et je vois que M. Bédier, qui était le tenant de l'ivoirité, change également d'avis face à l'histoire. C'est très bien. Il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. À présent, le Mali, je vous propose pour commencer le reportage d'Anaïs Renevier. Monsieur Al-Mahdi, le crime pour lequel vous avez été reconnu coupable est d'une extrême gravité. 9 ans d'emprisonnement, la peine correspond au minimum requis, mais le procès est historique. Le crime d'Ahmad Faki Al-Mahdi, djihadiste malien, avoir organisé et exécuté la destruction de 9 mausolées et de la porte de la mosquée Sidi Yaha à Tombouctou. Ce procès est l'occasion d'une série de premières pour la Cour pénale internationale. Premier accusé dans le cadre du conflit malien, premier djihadiste présumé jugé à La Haye et première fois que ce tribunal se prononce sur une destruction de patrimoine. Le juge qualifie les actes de l'accusé de crimes de guerre. Ahmad Faki Al-Mahdi avait plaidé coupable et présenté ses excuses. Je suis fort contrit de mes actes et de tous les préjudices que cela a causés. Le procès était très attendu à Tombouctou par une population affectée par les destructions. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville
qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Cette condamnation, première du genre, pourrait ouvrir la voie à d'autres jugements similaires. Récemment, d'autres sites archéologiques ont été ravagés par la guerre, Palmyre en Syrie ou encore Ninive en Irak. 55 sites du patrimoine mondial sont déclarés en danger par l'UNESCO. C'est une première qu'il faut saluer, Hassan Diop, mais on peut aussi regretter que les viols commis par ce djihadiste n'aient pas été retenus. Absolument, oui, les crimes contre l'humanité, c'est vrai que, et le plus paradoxal, c'est que ce criminel, donc qui vient d'être condamné pour des destructions de monuments, est lui-même natif de Tombouctou. Il est né là-bas, et donc lorsque AQMI et toute cette horde, puisque quand on détruit des monuments, ça fait tout de suite penser aux hordes d'Attila, on détruit tout sur son passage. Eh bien, lorsque AQMI est arrivé, il a tout de suite rallié ce mouvement islamiste djihadiste et participé à des exactions. Alors bon, là, il a fait son mea culpa concernant donc les monuments. Il a dit qu'il regrettait. Il a dit qu'il regrettait, il a demandé pardon aux habitants de Tombouctou, il a même mis ça sur le compte d'un esprit envahi par le diable. Donc voilà, ce n'est plus la religion qui lui dictait ces gestes, cette action destructrice, mais plutôt le diable. Donc voilà, dont acte, si je puis dire. Je ne pense pas que ça servira vraiment de leçon finalement à ces hordes destructrices. On se souvient qu'il y a 15 ans que c'était les talibans en Afghanistan qui avaient détruit à la dynamite les Bouddhas de Bamiyan, des sculptures gigantesques. Et puis récemment, il y a Palmyre. Récemment, il y a Palmyre, on l'a rappelé dans le sujet, Palmyre en Syrie. Voilà, c'est à déplorer. Et en plus, c'est complètement un non-sens, surtout de la part de ces djihadistes qui se réclament de l'islam, parce que finalement, s'il y a un bel héritage universel de l'islam, c'est dans l'architecture, c'est dans les monuments. Et surtout à Tombouctou, la ville des 300 mosquées. Voilà, à Tombouctou, et puis aussi Bagdad, aussi en Syrie, y compris à Damas, les Omeyyades. Enfin bref, l'islam, je dirais, n'a jamais lutté contre les monuments, contre l'architecture, contre... voilà. Et la Kaaba est là aussi, pour le rappeler. La Kaaba à la Mecque, cette pierre noire, tombale, et autour de laquelle tournent les musulmans qui sont en pèlerinage. Donc voilà, c'est l'absurdité qui aujourd'hui a été punie par la communauté internationale. Et encore une fois, il a reconnu ses torts. Alors, Francis Laloupeau, on peut s'interroger quand même sur la célérité de la CPI dans ce procès, parce que quand on met en parallèle les procès politiques, on pense notamment au procès de Laurent Gbagbo, mais de Jean-Pierre Bemba, elle n'a pas été avec la même célérité. Ils n'ont pas été traités avec la même célérité. Oui, parce que l'originalité cette fois-ci, c'est que la nouveauté, si on peut dire, c'est qu'il a plaidé coupable. Et ça aussi, c'est assez rare, évidemment. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la Cour pénale internationale que... Il ne fera pas. Et puis bon, je pense que dès lors qu'il a plaidé coupable, il y a eu une sorte, je dirais, d'arrangement, ce qui lui vaut évidemment cette condamnation qui est somme toute, je dirais pas clémente, mais en tout cas, c'est une condamnation plutôt modeste. On a pris en compte surtout, je dirais, d'abord le repentir, en quelque sorte, l'acte de contrition du prévenu. D'ailleurs, il faut dire que son avocat se satisfait pleinement de cette condamnation, quoi. Mais ce qu'il faut dire, alors pour rebondir sur ce que disait Hassan, c'est que cette violence qu'on dit symbolique n'est pas, je veux dire, elle n'est pas anodine. Parce que quand on s'attaque évidemment à un patrimoine comme à un patrimoine culturel, c'est comme si on s'attaquait à une maison commune. C'est une mémoire collective. Donc cette violence-là, elle a un sens idéologique. Parce qu'il s'agit non pas seulement, je dirais, de perpétrer des crimes ou de s'acharner, je dirais, sur des monuments, il s'agit d'effacer l'ordre existant pour instaurer un ordre nouveau. Donc il y a une logique idéologique, évidemment, qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que cette violence particulière s'inscrit, je dirais, dans un protocole global de cette forme de violence nouvelle perpétrée par ces experts du crime international qu'on appelle les djihadistes, qu'on a pu considérer par moments comme des psychopathes, mais qui n'en sont pas, qui sont effectivement les porteurs, je dirais, d'une idéologie. Il y a même, je dirais, une démarche coloniale, puisqu'il s'agit d'oublier ce qu'on a été. C'est le cas, évidemment, quand on détruit des monuments et des mausolées, pour devenir autre chose, en s'inscrivant
en étant contraint en tout cas à s'inscrire dans un ordre imposé par ces hordes de criminels. Donc cette démarche, elle est importante. Donc c'est juste pour dire que ce procès était nécessaire, ce procès était utile, parce que ce procès évidemment met le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que cette forme de violence-là fait partie d'un projet global, d'un projet politique, d'un projet idéologique. Il ne faut pas le sous-estimer, parce que le fait de détruire des monuments, c'est du même ordre, c'est inscrit dans ce protocole où l'on trouve pêle-mêle, évidemment, les décapitations, les mutilations, l'instauration de la charia, etc. Je crois qu'il faudra, le moment venu, des milliers de procès pour résoudre évidemment ces questions-là et comprendre la logique intérieure, politique, idéologique qui anime cette nouvelle forme de violence. Valérie Taurin, ce procès entraînera d'autres dans cette crise dans le Nord Mali? Écoutez, peut-être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que ça pose une question éthique. Parce que quand on reprend les propos de Al-Mahdi, il a dit, et c'est pour ça aussi en partie qu'il n'a pas été trop lourdement condamné, il a dit, mais moi, finalement, j'ai obéi à mes chefs. Ça pose la question éthique de la banalité du mal. Mais j'ai fait, d'accord, je reconnais, mais je ne suis pas vraiment responsable parce qu'on m'a demandé de faire. Donc finalement, il y a une déresponsabilisation, un refus de prendre en compte, d'assumer pleinement la totalité des actes. C'est Eichmann à Jérusalem, c'est Hannah Arendt. On est dans la banalité du mal. Le mal est commis. Alors bon, là, on parle des mausolées, mais c'est pareil pour les décapitations, pour le reste. Ben non, on m'a ordonné, je ne suis pas l'instigateur, je ne suis que le bras qui a porté le coup, qui a... Un simple exécutant. Et ça, c'est grave, parce que on ne le met pas suffisamment en exergue, et je crois que c'est quand même une question éthique fondamentale qui se pose à nos sociétés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours, par le simple fait qu'il y ait des procès, dire que bon, ben, finalement, justice a été rendue. Non, justice n'a pas été rendue parce que tout le discours n'a pas été prononcé, parce que toutes les choses n'ont pas été mises en lumière. Et c'est vrai que ça va peut-être sortir du domaine des journalistes et rentrer dans celui des philosophes ou des historiens, mais il me semble quand même intéressant de pointer du doigt le fait que ça pose une question idéologique et éthique sur le devenir des sociétés actuelles africaines et sur les enfants qu'elles produisent, puisque en plus de ça, Al-Mahdi était un enfant de Tombouctou. Donc il y a quand même une réflexion à se faire sur cette qualité d'enfant de Tombouctou, voulant couper avec son passé, certes, mais il faut se poser, je crois, la question au-delà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, bien sûr que l'on peut pardonner, mais on ne peut pas tout excuser, et certainement pas la banalité du mal. Enfant de Tombouctou et agent de l'enseignement national, de l'éducation nationale. Hassan Diop, ce verdict intervient dans un climat particulier. Nous sommes à quelques mois de la signature de l'accord de paix d'Alger, et on se rend compte que sur le terrain, rien n'a changé. Rien n'a changé. Malheureusement, il y a toujours des violences. Kidal reste un État dans l'État, et aux grandes dames, pas seulement d'ailleurs du gouvernement malien et du président Ibeka, mais également de l'ensemble des acteurs politiques. Et ce qui est dommage, à mon avis, c'est que certains acteurs politiques surfent sur cette situation inextricable dont la communauté internationale a une grande part de responsabilité. Donc certains responsables politiques surfent sur cette situation pour tenter d'affaiblir le chef de l'État. Il est évident qu'il a demandé à être élu. Il a été élu il y a tout juste 3 ans et qu'il a hérité d'une situation absolument épouvantable. Mais on ne lui facilite pas toujours la tâche. Encore récemment, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Ibeka a eu un sommet en marge donc de cette Assemblée générale. Autour de lui, il y avait, semble-t-il, le ministre algérien des Affaires étrangères, de même que le ministre français des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'ONU, etc., de même que le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, un diplomate français, M. Latsous. Voilà, alors ils ont exprimé leur soutien à Ibeka, mais tout en déplorant la situation dans le nord du pays et en sous-entendant presque que aussi le gouvernement avait une part de responsabilité dans cette situation. Or, le gouvernement ne contrôle plus rien dans ce nord Mali, malheureusement, sans parler des autres problèmes que rencontre ce pays.
Alors, un commentaire, Francis Laloupo, parce qu'on a noté cette semaine le retour aux affaires de l'ancien ministre de la Défense, Boubèye Maïga, qui vient à la présidence, qui arrive à la présidence comme secrétaire général de la présidence. C'est quand même le monsieur sécurité du Mali. Monsieur le secrétaire du Mali, et qui, effectivement, c'est un des experts, en tout cas, de la sécurité au Mali et du renseignement. C'est important. Et c'est évident que son départ avait été vécu, je dirais, comme une espèce comme ça d'affaiblissement du gouvernement, du dispositif sécuritaire en tout cas. Et le fait qu'il revienne me semble logique, que ça s'inscrit dans l'ordre des choses, parce qu'on a besoin des compétences, évidemment, pour renforcer l'autorité de l'État qui est très émoussée. Hein. Hassan le disait, c'est terrible ce que dit Hassan, mais c'est vrai. Le gouvernement ne contrôle pas grand-chose. C'est évident. Dans le Nord, surtout. Il faut préciser. Oui, dans le Nord. Mais enfin, le Nord, c'est important. Le Nord n'est pas séparé quand même du pays. Ça veut dire qu'il faut quand même se souvenir que IBK avait fait campagne sur cette promesse cardinale, essentielle, de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Force est de constater aujourd'hui, en fait, que le gouvernement co-gère le pays, en tout cas, avec des forces qui ne sont pas maliennes, qui sont des forces étrangères. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Valérie Thorin d'Africasie et à Francis Laloupo d'Africa numéro 1. Vous pouvez réécouter et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.